Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler du rôle de la vulva et j'aimerais bien vous développer cette thématique en plusieurs vidéos. Dans cette première partie, on va essayer de définir ce que c'est qu'une vulva de façon un peu générale, quels sont ses outils, ses attributs, comment elle procédait, comment elle s'habillait, etc., etc. J'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera, j'espère aussi que ce sera pas trop raté. Une vulva, c'est une femme qu'on pourrait désigner en français comme une voyante, une prophétesse ou une magicienne. Alors, je ne suis pas une spécialiste du norrois, même si j'ai fait quelques recherches. Déjà, ça devrait se prononcer vulva avec un O un peu affaibli. Mais bon, je vais dire à la française, hein, vulva, ce sera plus confortable. Et de même, au pluriel, ça se dit des vulud. On trouve aussi le mot seidrkona, qui veut dire femme qui pratique le seidr. Et a priori, les deux termes sont interchangeables d'après les sources littéraires. Donc la vulva, pour faire simple, c'est une pratiquante du seidr. C'est un ensemble de pratiques rituelles qu'on pourrait apparenter un petit peu au chamanisme. En français, on pourrait traduire ça par sorcellerie, mais c'est un mot qui est un petit peu connoté péjorativement, donc voilà. Grâce à cette magie, la vulva, elle est capable de réaliser plusieurs choses, plusieurs actions. Par exemple, elle pratique le voyage de la conscience, c'est-à-dire la chevauchée spirituelle, qui lui permet de faire le lien entre les mondes et aussi entre le monde des dieux et le monde des humains. Et ces voyages-là lui permettent de récupérer des messages à l'attention des humains qui viendraient la consulter, donc en fait, elle fait aussi de la divination ou de la prophétisation. Elle peut aussi pratiquer le soin, l'exorcisme des esprits malins, la métamorphose, elle peut maîtriser le climat, apporter la chance ou la fertilité. Elle peut aussi être du côté un petit peu plus négatif, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer des amnésies, des illusions, des cauchemars, et puis l'extrême, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer la maladie, la folie, le coma, la mort. En fait, il y a souvent cette notion d'altération de la conscience, de modification de la réalité. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la vulva, elle est capable autant de faire des choses positives, très bienveillantes, que des choses négatives, voire extrêmes. Pour pratiquer le seidr, la vulva, elle a plusieurs outils, notamment le galdr. Ça veut dire littéralement chanter. Ce serait donc un chant magique qui permettrait à la vulva, pendant sa transe et ses incantations, de faire voyager sa conscience et d'accéder à ses facultés magiques, justement. Un autre chant qui serait utilisé par la vulva, ce serait le vardlokur. Il y a des linguistes et des chercheurs qui s'écharpent un petit peu sur le sens à donner à ce mot, mais ce qui ressort quand même dans la définition de ce chant, c'est que ce serait un chant qui permettrait d'attirer, de séduire, quoi, presque de capturer un esprit, donc une entité non humaine. Et le but de ça, ce serait d'en faire son protecteur pendant le voyage de la conscience, voire même un moyen de retourner à la réalité après le voyage. Dans les autres outils, il est possible qu'elle ait utilisé des déclencheurs comme des percussions, des tambours notamment, parce que chez les Samis, donc les peuples du nord de la Scandinavie, avec qui les Scandinaves avaient beaucoup de contacts, et bien chez eux, ils avaient des tambours et on en a retrouvé un certain nombre. Mais en Scandinavie, on n'a pas retrouvé vraiment de maillotches ou de tambours dans les fouilles archéologiques, ce qui est assez étrange selon les chercheurs, parce qu'il y en avait partout sauf là, ce qui laisse penser que les Scandinaves pouvaient peut-être utiliser en percussion des objets du quotidien, par exemple des bols, des seaux, des choses comme ça, ce qui expliquerait d'ailleurs, selon des hypothèses, que dans les tombes de vulva, il y ait des seaux en bois. Ce serait peut-être un symbole justement de cette percussion-là. Concernant la consommation de psychotropes, parce que c'est souvent l'idée qu'on a, que les vulvas étaient un peu perchées, qu'elles prenaient des champignons, des choses comme ça, en fait on a très peu d'éléments qui vont dans ce sens-là d'une utilisation de ces substances, mais on a deux éléments archéologiques qui peuvent laisser penser à une prise de substance. Mais c'est très mince. À Firkat, par exemple, au Danemark, dans la tombe de la vulva de Firkat, on a retrouvé une centaine de graines de jusquiame noir, qui est une plante toxique qui peut provoquer des comas,
des hallucinations, etc. Mais des doutes subsistent par rapport à son utilisation parce qu'en fait on suppose qu'elle était aussi utilisée par exemple pour anesthésier les poulets au moment de l'abattage. On pouvait s'en servir aussi comme épice un peu euphorisante dans les boissons alcoolisées ou fermentées. On pouvait s'en servir comme déclencheur de transe, effectivement, peut-être, mais aussi comme aphrodisiaque ou en tout cas pour stimuler l'attirance sexuelle. On a retrouvé aussi des graines de cannabis, 5 graines de cannabis dans un petit pochon dans le bateau tombe de Osberg. Mais les chercheurs disent que c'est une trop petite quantité pour justifier d'une plantation, d'une culture massive, mais en même temps, voilà, ce serait peut-être une consommation personnelle, mais en même temps, ce serait peut-être aussi le symbole de la culture, de la production textile liée à cette plante, donc on sait pas. Donc c'est difficile de tirer des conclusions vraiment fermes sur l'utilisation de narcotiques, de plantes neurotoxiques ou de choses qui pourraient provoquer des hallucinations. Ce qui est sûr en revanche, c'est l'alcool. Ça, c'est certain que c'était consommé pendant les rituels de magie ou n'importe quelle cérémonie cultuelle. On a dans les sources arabes la mention d'un alcool fermenté utilisé pour les rituels, notamment pour droguer les esclaves qui étaient sacrifiés avec leur maître, ou pour tout simplement faire des offrandes, des libations à la terre, etc. Elle possédait plusieurs attributs qui étaient un petit peu le symbole de son rang très respecté et très élevé dans la société scandinave. Parmi eux, la fameuse baguette en fer, le plus souvent, ou en bois très rarement, hein, on a retrouvé quelques cas. On l'appelle völr, et on est d'accord que du coup, volva, ça doit certainement venir de là, hein, gardienne du bâton, gardienne de la baguette. Et donc on a retrouvé un certain nombre de ces baguettes un petit peu partout en Scandinavie, et avec des pommeaux différents, ouvragés, plus ou moins ouvragés, qui faisaient en général, en moyenne, environ 80 cm de longueur, même s'il y avait des variantes. Hein. Et il y a plusieurs théories sur ce bâton hein, qui se défendent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'était vraiment un symbole de sa connexion avec les dieux ? Est-ce que c'était peut-être juste un sceptre, symbole de son rang élevé ? Certains aussi avancent que ça pourrait être par exemple une sorte de quenouille, soit vraiment qu'elle s'en servait comme ça, soit un symbole en fait en forme de quenouille. Ensuite, il y a le siège sur lequel elle s'asseyait lors de ses séances. On a plusieurs traces littéraires qui expliquent un petit peu le déroulé de ses séances. Et donc elle montait sur quelque chose en hauteur, elle s'asseyait sur ce siège, c'était un petit peu le symbole voilà, solennel de sa séance. Et d'ailleurs au niveau archéologique, on a retrouvé pas mal de pendentifs en argent ou en bois parfois, symbolisant cette petite chaise. Et ensuite, probablement qu'elle se maquillait le visage avec une pâte blanche à base de plomb, parce qu'à Firkat au Danemark, on a retrouvé une petite boîte contenant cette pâte et on suppose qu'elle se peignait le visage un petit peu comme les geishas. Donc ça fait partie de son apparat de séance de Seidr. Elle pratiquait son art de façon solitaire. C'est vrai qu'on a cette image du coven de sorcière de façon moderne, alors que bon, c'était vraiment un art solitaire. Mais elle pouvait pratiquer le seidr avec l'aide de certains assistants quand elle en avait besoin. En tout cas, elle réalisait ses séances de façon plutôt publique, même si on a l'image de la sorcière au fond des bois dans sa cabane et qu'on va voir comme ça pour avoir son destin. Non, là c'était vraiment public lors des rassemblements, lors des banquets. Elle pouvait aussi voyager de village en village et donc sa venue était connue hein, et les gens pouvaient venir lui demander des prophéties au fil de ses voyages dans les villages où elle allait. Autre possibilité, elle pouvait aussi être rattachée entre guillemets à un chef en particulier, un chef de village, qui est payé pour avoir ses services un petit peu à l'année quoi. La Völva, elle faisait partie des gens les plus riches de la société scandinave. Elle était très richement habillée avec des tissus très finement tissés, des couleurs assez foncées comme par exemple le bleu, le rouge.
Elle était richement parée de bijoux en métaux précieux comme l'or ou l'argent. Elle avait des couteaux très ouvragés avec baguets d'argent, etc. Ah non, mais la lumière! Elle était donc très respectée de par ses pouvoirs. Elle était traitée en général avec beaucoup d'égards. Quand elle se déplaçait, qu'elle avait une entrevue avec quelqu'un, il fallait tout arrêter. On ne pouvait pas la congédier en fait. On la nourrissait, on la logeait, on s'occupait d'elle tout de suite. On la faisait pas attendre. Mais dans ce sens-là, elle était presque crainte en fait, parce que justement ses pouvoirs, elle pouvait maudire, elle pouvait blesser, elle pouvait tuer quelqu'un de par ses pouvoirs. Donc en fait, elle était crainte. Et même ça va plus loin, ça va jusqu'à l'idée qu'elle était quasiment isolée et exclue, mise à la marge de la société. Parce qu'on considérait que ces fréquentations, notamment les créatures mythologiques, enfin les créatures des autres mondes, les esprits, etc., on considérait que c'était des fréquentations peu recommandables. Donc elle était isolée socialement, ça c'est un fait. D'ailleurs, dans un épisode mythologique, dans l'épisode de la mort de Balder, Odin va consulter une Volva et pour ça il doit aller trouver sa tombe, et cette tombe elle se trouve à l'extérieur de l'enceinte de la ville, du village. Alors après, est-ce que c'est une image chrétienne de l'excommunication des femmes qui étaient considérées comme des sorcières, ou est-ce que c'est véritablement un symbole de l'isolement social? Bon voilà, il y a des théories à faire, mais en tout cas elle était isolée socialement. Et par conséquent elle était célibataire par la force des choses ou par envie, mais elle pouvait avoir des conquêtes. Et en général, quand elle jetait son dévolu sur un homme, il refusait pas. On pouvait pas refuser, ou ça se faisait pas vraiment de refuser les avances de la Volva. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura donné des clés et des infos sur le rôle de Volva qui est parfois un petit peu malmené. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir davantage, en lire davantage, je vous mets en description une petite liste des sources que j'ai utilisées. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo peut-être à des gens qui ont cette vision erronée ou juste que ça peut intéresser en fait parce qu'ils sont dans le viking. Et puis, likez et dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si je continue ou pas. Salut!